Bernard Paire, nous le remarquions dans le titre, 17 buts seulement à l'actif des attaquants et un classement de plus en plus serré. Il y aura peut-être, et même certainement, un champion d'automne, comme l'on dit mercredi prochain, mais c'est pas pour autant que vous nous garantirez que ce champion d'automne sera le champion de France quelques mois plus tard. Non, de toute façon, il ne sera pas encore champion d'automne parce qu'il ne faut pas oublier que la journée du 5 novembre a été annulée pour raison d'équipe de France, et alors les clubs peuvent jouer quand ils veulent. Alors Strasbourg a déjà joué à Nantes la semaine dernière, ils ont fait un partout, et alors les autres vont jouer quand ils vont vouloir. Il faudra que la journée soit terminée avant la trêve, donc. Alors le champion d'automne mercredi prochain, parce que ça sera en effet la fin des matchs allés, eh bien sera peut-être champion d'automne, peut-être pas, on le sera fin décembre. Voilà, ça c'est pas compliqué du tout. Mais avant toute autre considération, ça vous amène à penser que les nocturnes, il faudra songer à y renoncer assez vite. Hier, ça a été une soirée assez effroyable, 17 buts marqués, vous l'avez dit, et en plus de ça, peu de spectateurs. Il y avait 12 000 à Lyon pour la venue du champion de France, il y en avait 8 000 à Marseille, il y en avait 2 000 à Bastia. Bref, une soirée assez triste. Il faut dire qu'il faisait un froid à ne pas mettre un spectateur ni mettre un footballeur dehors. Alors peut-être faudrait-il mieux revenir à la formule du dimanche après-midi qui serait quand même plus souhaitable pour tout le monde. Sauf pour la télévision, mais enfin ça c'est autre chose. Oui, là on aura des problèmes, enfin c'est pas grave ça. En tout cas, dimanche prochain, il y aura un Marseille-Saint-Etienne qui sera joué, celui-là, à 15h30. Donc les leaders, comme vous l'avez dit, sont tombés, tout au moins à Nice. Les autres ont eu beaucoup de problèmes. Je crois que Hervé Dutu était à Rouen pour voir le Nice tomber. Notre Jeanne d'Arc Cano était à Rouen pour assister à une belle rencontre, Hervé. Les Niçois ont été très décevants lors de ce match, de toute façon. Je pense qu'on va avoir des images tout de suite. Oui, dès que Gérard, qui vous accompagnait à Rouen, parce que c'est aussi un mordu du football, pourra nous envoyer ces images. Vous étiez à Lyon, plutôt. Qui joue en rouge à droite de votre écran. L'occasion était belle hier soir d'accrocher le leader Nice après avoir battu Lyon la semaine dernière et de séduire enfin leurs supporters venus en très grand nombre. De fait, les Rouges ont attaqué d'entrée, manqué de peu le premier but à la suite de cette action personnelle de Pena qui malheureusement enlève trop son ballon. Mais les Niçois réagissent et vont se procurer 3 occasions très nettes. À la 19e minute, tout d'abord, après un centre de Biekovic, Toko puis Sanchez échouent de peu devant le gardien rouennais. 10 minutes plus tard, après un nouveau centre de Biekovic, Huck reprend de volée et Gilly détourne en corner. Enfin, à la 31e minute, à la suite d'un nouveau corner et d'un mauvais renvoi de la défense rouennaise, Guillou de 25 mètres place un très beau tir que l'excellent gardien normand détourne une nouvelle fois en corner. Vu d'en bas, regardez le formidable plongeon de Gilly qui détourne le ballon qui se dirigeait en pleine lucarne. Les Normands, après cette bonne période niçoise, réagissent et 3 minutes avant la fin de la première mi-temps, c'est Baratelli qui se met en valeur. Une montée sur l'aile droite de Vitouline, un centre et des 20 mètres, un tir remarquable de Triantafylos, détourné en corner. 0-0 donc à la mi-temps. En seconde période, les joueurs de Rouen, notamment par leur milieu de terrain, Orlaville, Dubois et Carrier, vont prendre définitivement le match en main, les Niçois étant, il faut bien le dire, méconnaissables. À la 54e minute, après un essai manqué de Dubois, le ballon parvient à Pena tout seul, mais M. Verbeek siffle justement hors-jeu. La pression des Diables Rouges s'accentue et à la 66e minute, après un cafouillage, Orlaville récupère le ballon et trompe Baratelli. Vous allez revoir ce but, remarquez que Triantafylos ne peut contrôler ce ballon qu'Orlaville frappe instantanément. 1-0 donc pour Rouen. Et c'est fort justement que les Normands qui continuent de dominer marquent leur deuxième but à la 73e minute à la suite d'une erreur de Katalinski et d'une interception de Gourebou. Vous savez, chaque fois que vous perdez un match en jouant de la manière qu'on a joué ce soir, c'est toujours embêtant. De là à dire que c'est inquiétant, je ne vois pas pourquoi cela serait inquiétant. C'est parce qu'on n'a pas bien joué, mais il ne faut pas non plus exagérer. On a perdu un match, on pense toujours, on me pose toujours la question, c'est le début d'hiver, bientôt on me dira c'est le début du printemps, et puis quand on perdra un match en automne, on me dira c'est le début de l'automne. Alors je crois qu'il ne faut pas dramatiser, ni dans un sens, ni dans l'autre. On a perdu un match, on a fait un mauvais match. Alors on n'a pas de regret à avoir parce que
mon équipe, pratiquement en dehors du gardien de but, les autres ont tous été moyens ou mauvais. Alors il n'y a pas de regret. Je crois que ce qu'il faut, c'est en parler calmement avec les joueurs, les laisser tranquilles demain, et puis on va revoir ça tous ensemble. Battu par cette même équipe rouennaise la semaine dernière. Un match, disons-le tout de suite, assez moyen, haché par un arbitre qui n'était pas dans le coup et une équipe lyonnaise qui, en première mi-temps, a eu quelques belles actions, comme ici à Leipzig. Et Bertrand Demann aura quelques arrêts difficiles à faire. Jean-Vincent, sur le banc de touche, est assez contracté et les Nantais, quand même, font preuve d'un bon jeu collectif. Mais au cours de cette première mi-temps, ils sont quand même dominés par une équipe lyonnaise qui joue plus vite, peut-être moins technique, mais beaucoup plus vite. Chiesa donne quelques ballons, mais l'homme qui se fait remarquer est encore Bernard Lacombe, excellent, vous en souvenez sans doute, contre la Bulgarie, et remarquable hier soir, et pourtant il était marqué de très près par Rio et Vargas. La défense lyonnaise est très vigilante, elle joue très sérieusement cette fois, et les attaques lyonnaises se succèdent. Et finalement, ces attaques lyonnaises vont permettre à Bernard Lacombe de marquer un but. Suivez bien cette course de Ravier, la balle va sortir, mais Chiesa se précipite, il centre, Bertrand Demann a le ballon, mais Lacombe surgit, et dans un angle très fermé, marque le premier but pour Lyon, ce sera le seul du reste de la partie. En deuxième mi-temps, les Nantais vont attaquer, ils vont dominer, se créer quelques occasions, mais finalement, les Lyonnais vont bien se défendre et vont obtenir les 2 points de la victoire. À la suite d'un match, on vous l'a dit, assez moyen, mais il y faisait très très froid hier au stade Gerland. En tout cas, les finances lyonnaises ne s'améliorent pas avec ces 12 000 spectateurs seulement, alors qu'on pensait avoir beaucoup plus de monde pour la venue du champion de France qui se cherche encore en attaque. Et pourtant, ils auront des occasions à quelques minutes de la fin. L'égalisation au bout du pied, mais De Rocco verra le ballon aller en corner. Suite du championnat donc mercredi avec entre autres à Paris, Bastia contre Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui reçoit Bastia. Bastia-Torino. Et comme d'habitude, les Bastiais vont encaisser leur premier but. Un but par Pulici, que nous allons revoir car c'est une pure merveille. Un contrôle et une reprise acrobatique. Mais les Bastiais vont se déchaîner, vont obtenir l'égalisation par Papi sur un 1-2 avec Larios. Remarquable Papi dans cette rencontre. Et malgré 2 accrochages, il marque. Les Bastiais vont l'emporter grâce à un but de Rept et obtenir ainsi leur 5e victoire sur 5 matchs en Coupe d'Europe. Magdebourg lance, 90 minutes difficiles pour les Lensois. Et dès la 4e minute, sur ce coup franc de Pomerenke, c'est Zaft, sur une erreur de défense, qui marque le premier but. Ce n'est pas fini, loin de là. Sur cette action, Leclerc va faire une faute sur Pomerenke. Du moins, M. Rion va en décider ainsi et siffler un penalty que ce même Pomerenke va transformer. 2-0, c'est la marque à la mi-temps. Corner, une tête de Mewes sur le poteau. Hoffmann est là, c'est le 3e but pour Magdebourg. Et enfin, un 4e but après une course de 80 mètres du jamais vu très certainement dans le football moderne. Et Hoffmann donne à Stenbach un but sur un plateau. 4-0, ce sera dur pour Lens. Ipswich Barcelone, ce sera dur également pour Barcelone qui va encaisser 3 buts. Le premier par Gates. Le deuxième par Weimark. De la tête naturellement. Et puis du pied. Et enfin, le 3e par Talbot. C'est une des grosses surprises de ce tour de l'UEFA que cette défaite 3-0 de Barcelone à Ipswich. Surprise également, l'effondrement du Bayern face à Francfort. Premier but de Grabowski. En fait, Francfort va l'emporter 4-0. Un but où il y a tout. Le joueur du Bayern, le poteau et finalement un but d'Oselbein. Il faut signaler qu'hier, Eintracht de Francfort a également battu le Bayern en championnat, cette fois 4-0. Kraus dans ses œuvres, tout seul. Ça ne va pas très bien dans la défense du Bayern depuis le départ du Kaiser. 3-0 et enfin un 4e but
marqué par Scala, une balle détournée que Meyer ne peut repousser. PSV Eindhoven est toujours en rouge et a toujours une bonne équipe et ouvre la marque ici par Loopse face à Haarlem. Portlit va centrer, Loopse à nouveau. 2-0. Les jumeaux du PSV Eindhoven dans leurs œuvres. 1-2 entre René et Willy. Et Willy van de Kerkhoff marque le 3e but pour Eindhoven. Le 4e but va être marqué par son frère, René. 4-0. Et c'est l'arrière Deckers qui va marquer le 5e. Regardez bien. On croit qu'il a perdu la balle, le gardien sort et hop là 5-0. Et quand même, Haarlem va réduire la marque. Un très beau but personnel de Johnny Lansen. 2 contre favorables, mais 5-1 quand même pour Eindhoven. Mönchengladbach en blanc contre Hambourg. Et un premier but par Henkes, l'ailier gauche. Un coup franc de Bonhoff, regardez bien. La balle lui revient et boum, au ralenti. Pure merveille ce tir de Bonhoff. Frappe de balle. La balle rebondit par terre et le gardien de but d'Hambourg ne peut rien faire. Hambourg réduira la marque par Bergel, mais va perdre donc 2-1 ce match contre Mönchengladbach. Liverpool en rouge contre Leicester. Et suivez bien après cette bagarre dans les 18 mètres, naturellement c'est Fairclough de triste mémoire qui marque le premier but pour Liverpool. Highway est au départ de l'action, il sera également à l'arrivée. Un ballon pour Kennedy. On le croit perdu, mais McDermott est là. Et Highway de volée. Et Liverpool continue. McDermott. On croit au but, le ballon va être dégagé, mais il n'est pas complètement perdu. Regardez bien. C'est Kennedy qui remet la balle. C'est Dalglish qui marque le 3e but. Et enfin, un 4e but pour Liverpool par McDermott, 4-0 pour Liverpool face à Leicester. Et enfin, une surprise dans le championnat de Belgique, Charleroi contre Anderlecht en blanc et un premier but pour Charleroi par Yezi. Anderlecht va égaliser sur cette action avec Reizenbrink au départ. Van Beens qui laisse passer Ressel qui est là, qui égalise. Mais finalement, Charleroi va l'emporter sur cette action grâce à un tir de Decker sur la barre. Et c'est Jakoucha qui reprend et qui marque 2-1 pour Charleroi face à Anderlecht. Et puis un événement retentissant du football, un événement que nous ne pouvions donc pas passer sous silence. Avec nous pour l'évoquer, Bernard Roseau, la tête pensante de la ligne d'attaque de l'équipe des sports de RTL dirigée par Guy Kédia. Quel est ce match? Celui qui vient d'opposer les journalistes de l'audiovisuel, les audiovisuels, aux journalistes de la plume, c'est-à-dire les poètes. Un match que vous avez perdu, Bernard Roseau, les audiovisuels. Oui, on l'a perdu. On voulait faire ce match pour se faire plaisir, mais aussi pour détendre un petit peu l'atmosphère à Saint-Germain-en-Laye avant le stage, avant le match France-Bulgarie. On voulait que les joueurs que nous critiquons pendant un an aient l'occasion à leur tour, pendant 90 minutes, d'en profiter. Malheureusement, il faisait mauvais temps, ils ne sont pas tous venus, mais Henri Michel, le capitaine de Nantes, est venu, Patrice Riot aussi en seconde mi-temps, et puis Gérard Janvion de Saint-Étienne. Est-ce qu'il y en a quelques-uns auxquels on a proposé des transferts chez les journalistes, non? Pas encore, non. À ma connaissance, les footballeurs de l'équipe de France sont tranquilles. Je crois, oui. Et les notes ont été sévères, paraît-il. Alors, on regarde les images de cette rencontre inoubliable. Bernard, vous jouiez à quelle place et citez-nous quelques noms. Non, je travaillais, moi. C'est Hervé Dutu qui jouait avant-centre. C'est l'âme pensante de l'attaque de cette équipe des audiovisuels. Donc. Il y avait un comité de sélection. Thierry Roland, Pierre Loctin, Guy Kédia. Et Jacques Vendroux était le capitaine de cette formation Gérard Rolls, à laquelle on Michel Gérard Rolls, Hervé Dutu, la vedette qui marque toujours. Ils sont plus beaux les audiovisuels. Ils sont en blanc, en tout cas. Jacques Vendroux en noir. Oui.
porter le deuil de son équipe. Jean-Louis Morin de Radio Monte-Carlo. Et d'autres qui vont nous en vouloir de ne pas les avoir cités, mais parmi les journalistes de Plume, quelques noms. Robert Nataf, je crois, c'était le capitaine de l'équipe de la presse écrite. En deuxième mi-temps de François, il y avait Drey qui nous a marqué 2 buts, je crois. Jacques Thibert aussi. C'est Hervé Dutu, là. Un penalty. Le président Sastre était là. C'est un coup franc. Il y a de la tenue quand même. Évidemment, il n'y a pas tellement de spectateurs. Jean-Louis Morin. Zabel, RTL. 3 représentants d'RTL dans cette équipe, avec Bourdin également. La France Inter avait du beau monde Dutu qui a pris beaucoup de coups devant un but là. Nous avons ouvert le score, je crois. Les Européens étaient représentés par qui? Sacomano a fait une apparition très éphémère, mais très remarquée quand même. Zabel au coin des bois, dit-on. Oui, oui, oui. Et le penalty sur qui? Sur Zabel, je crois. Transformé par Michel Drey. Nous avons également encaissé un but sur penalty. Oui. C'est quelque chose de compliqué là, non? Oui, c'est en deuxième mi-temps que ça s'est compliqué parce que nous avons mené au score 2-1 pendant 50 minutes. Jacques Vendroux à l'œuvre. Et là, c'est en seconde mi-temps, ça va très très mal pour nous. Les jambes sont très douées. Et nous allons marquer quand même un 3e but. Le score en restera là, 4-3. Nous avons fait beaucoup de changements. Et la remise de la coupe à Henri Patrel, c'était le trophée Henri Patrel avec Jacques Vendroux qui... Toujours sans respect. Toujours sans respect pour les autorités du football. Il faut dire que Michel Hidalgo a très bien arbitré ce match parce que c'est la première fois qu'un match entre journalistes ne dégénère pas. Alors coup de chapeau à Michel Hidalgo en tant qu'arbitre. Bien, merci Bernard. Nous vous reverrons dans d'aussi grandes circonstances. Il y a un grand calendrier prévu en Argentine. Oui, on pourrait très bien faire la revanche le 25 juin à Buenos Aires, la veille de la finale, qui pourrait être par exemple France contre Allemagne de l'Ouest ou France-Brésil. Et vous ne croyez pas que ça risque de faire concurrence avec les matchs de Coupe du Monde, non? Pour les Non, je pense pas. Sincèrement, non. Bon, Bernard, vous suivez avec nous les autres résultats qui nous sont maintenant proposés par Gérard Vandergut et commentés par chacun des responsables de rubrique. Aucune victoire à l'extérieur, donc 17 buts seulement. Un bon comportement des Européens. Bastia mettre chez lui devant Saint-Etienne. Lens qui tient Nancy en échec. Et surtout, les premiers ont été soit battus, soit tenus en échec. Au classement, Nice et Monaco sont coude à coude pour le titre donc symbolique de champion d'automne. Strasbourg a rejoint Marseille mais compte un match en plus. Dans le bas du tableau, on constate également un resserrement et à partir de Reims, la zone est des plus dangereuses. Victoire difficile mais importante d'Angers sur Ajaccio. Besançon a gagné à Saint-Dié et Martigues est allé gagner aujourd'hui à Agneau. Donc pas de changement au classement. Angers, Besançon et Martigues sont toujours en tête. Le Red Star a tombé, l'un des leaders Dunkerque, ce qui profite à Tours, vainqueur difficile de Guignon, mais qui reste donc seul en tête avec 1 point d'avance sur le Red Star, 2 sur Dunkerque et 3 sur Lille.